Emma Rose Parker se tenait au comptoir de Lies Pawn and Trade, 9 ans, tenant une boîte à bijoux bleu marine avec des mains tremblantes. À l'intérieur était la bague de mariage de sa mère. La seule pièce de Sarah Parker restée après l'accident de voiture il y a 14 mois. Sur 3,7 miles, Emma avait marché seule le long de la route 250, passant devant l'église qui n'aiderait pas, passant devant la banque qui l'avait repoussée, portant cette bague parce qu'elle avait entendu son père pleurer le jeudi soir. Me dites-vous que je meurs juste? David Parker avait un cancer de stade 3. L'hôpital voulait 8 400 $ pour sa prochaine chimiothérapie ou ils arrêteraient le traitement. Emma pensait que la bague de sa mère pourrait le sauver. Mais qu'est-il arrivé quand Emma a demandé au motard derrière le comptoir? Est-ce que cela paiera la médecine de mon papa? Qu'est-il arrivé quand Razor a passé un appel téléphonique prouverait que parfois les gens les plus effrayants sont exactement ceux qui se montrent quand tous les autres regardent ailleurs? Ceci est l'histoire d'Emma et David, et elle ne se termine pas comme vous l'attendriez. Avant de continuer, si vous avez déjà eu à choisir entre la médecine et le loyer, si vous croyez que les enfants ne devraient pas avoir à marcher seuls pour sauver leurs parents, ou si vous savez que casser ne signifie pas sans valeur, abonnez-vous à cette chaîne. Commentez d'où vous regardez. Cette histoire est pour vous. La marche avait pris 1 h 23 minutes. Emma n'avait pas su que ce serait si long quand elle a commencé. La carte sur son iPad scolaire disait 3,7 miles, mais les cartes ne vous disent pas les parties où vous devez vous arrêter et reprendre votre souffle, ou l'intersection où le signal de passage est saucé, ou le berger allemand derrière une clôture en grillage qui aboie si fort que vous pensez que votre cœur pourrait s'arrêter. Les milers étaient faciles. Descendant Meadowbrook Avenue, devant l'appartement de Mme Walsh, Emma a gardé la tête baissée, ne voulait pas que la voisine la voie et pose des questions, passant la cour de récréation où elle se balançait avec maman, passant l'école primaire qui était fermée le samedi. Le mile 2 est devenu plus difficile. La route 250 n'avait pas de trottoir par endroits. Emma a marché sur l'accotement herbeux, ses baskets mouillées par la pluie de la veille. Les voitures passaient en sifflant, assez proches pour sentir le vent. Un camion a klaxonné. Emma a tressailli, mais a continué à marcher. Ses pieds ont commencé à faire mal vers le mile 2,5. Les baskets étaient une demi-taille trop grande. Papa les avait achetées ainsi pour qu'elle puisse y grandir, et son talon glissait de haut en bas à chaque pas. Elle pouvait sentir une ampoule se former sur son talon gauche. Brûlure piquante. Pas traînant, à l'intersection de la route 250 et de Riverside Drive, Emma s'est arrêtée, s'est assise sur le trottoir, a regardé la boîte à bijoux dans ses mains. À l'intérieur se trouvait la bague de maman, la dernière pièce de maman qui semblait réelle. À l'intérieur se trouvait aussi la note qu'Emma avait écrite ce matin en lettres soignées. « Maman, je suis désolée, mais papa en a plus besoin que moi. Je t'aime. Emma. » Les yeux d'Emma se sont remplis de larmes. Ses pieds lui faisaient mal. Elle avait soif. Elle ne savait pas si le prêteur sur gaz serait même ouvert. Ne savait pas s'ils écouteraient une enfant de 9 ans. Ne savait pas si 8 000 $ étaient même possible. Elle s'est souvenue de quelque chose que maman disait quand Emma avait peur du noir. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, bébé. Le courage, c'est d'avoir peur et de le faire quand même. Emma a essuyé ses yeux avec le dos de sa main, s'est levée. L'ampoule sur son talon a crié, mais elle l'a ignoré. Mile 3. Passant la station-service où la famille l'avait regardée comme si elle était une mendiante. Passant l'église où Mme Patterson lui avait dit d'arrêter d'inventer des histoires. Passant la banque où le caissier avait dit « Ce n'est pas un prêteur sur gage, gamine. » Personne n'avait aidé. Mais peut-être, pensa Emma alors qu'elle voyait enfin l'enseigne de Lies Pawn and Trade devant elle. Peut-être que cette fois ce serait différent. Elle a poussé la lourde porte en verre. Une clochette a tinté. L'homme derrière le comptoir a levé les yeux. C'était ça. Emma a marché jusqu'au comptoir sur des pieds qui saignaient à l'intérieur de ses chaussures, tenant une boîte à bijoux qui contenait tout ce qu'il lui restait de sa mère.
Est-ce que cela paiera la médecine de mon papa? La voix était petite mais déterminée. Emma se tenait sur la pointe des pieds pour voir par-dessus le comptoir de Lies Pawn and Trade, les deux mains soulevant la boîte à bijoux comme une offrande. L'homme derrière le comptoir, massif, 1,88 m, tête chauve, barbe grise, portant un gilet en cuir noir sur un t-shirt Metallica délavé, a levé les yeux de la guitare électrique qu'il était en train de recabler. Son badge d'identification lisait en lettres gravées à la main. Razor. Il a vu la petite fille immédiatement. Cheveux blonds en queue de cheval désordonnée, portant un t-shirt taille adulte qui disait Cleveland Marathon 2019, noué à sa taille, un jean trop court, montrant des chaussettes blanches aux chevilles, des baskets usées avec un trou se formant à l'orteil gauche, des cernes sous les yeux bleus, les mains tremblantes alors qu'elle tenait la boîte à bijoux. Il a posé la guitare avec précaution, a fait le tour du comptoir lentement, se déplaçant délibérément doucement, comme les grands hommes apprennent à se déplacer autour des enfants effrayés. « Salut », a dit Razor, sa voix rauque s'adoucissant. « Comment tu t'appelles, chérie? »« Emma. »« Emma quoi? »« Emma Rose Parker. » Elle l'a dit comme si elle récitait pour une maîtresse. « Entraînée, j'ai 9 ans. J'ai marché ici depuis les appartements Meadowbrook. Ça a pris 1 h et 23 minutes. Et ceci, elle a ouvert la boîte à bijoux avec précaution. Ceci était la bague de ma maman. À l'intérieur de la boîte, posée sur du satin blanc délavé, se trouvait une alliance en or blanc avec un petit diamant. Simple, classique, le genre de bague qu'un ouvrier du bâtiment achète quand il est jeune et amoureux et construit d'un avenir. La lumière a attrapé le diamant, le faisant scintiller contre le tissu usé. Sous la bague, pliée en petit, se trouvait une note écrite de la main d'un enfant. Razor pouvait en voir le bord, les mots à peine visibles. « Maman, je suis désolé. » Sa gorge s'est serrée. « Emma, » a dit Razor doucement, s'agenouillant à son niveau des yeux. « Où est ton père? Sait-il que tu es ici? » Le menton d'Emma a tremblé. « Papa est à la maison. Il est vraiment malade. Il a le cancer. » Le mot est sorti avec précaution, comme si elle s'était entraînée à le dire sans pleurer. La dame de l'hôpital l'a appelé et a dit qu'il avait besoin de 8 000 $ ou il ne lui donnerait plus ses médicaments. Et s'il ne reçoit pas ses médicaments, le cancer empire et il pourrait... Elle n'a pas pu finir la phrase. Elle a juste regardé Razor avec des yeux qui avaient déjà vu trop de pertes. « Je sais que cette bague vaut quelque chose », a continué Emma, les mots se précipitant maintenant, parce que papa la garde dans une boîte spéciale dans sa commode, et parfois je l'entends pleurer quand il la regarde. C'était la bague de maman. Elle est morte l'année dernière dans un accident de voiture. Et je sais qu'on n'est pas censé vendre des choses qui appartiennent à des gens morts, mais maman voudrait que je sauve papa, n'est-ce pas? Alors, si je vous donne la bague, pouvez-vous me donner 8 000 $? Razor a senti quelque chose se briser dans sa poitrine. Il avait été un Hells Angel pendant 29 ans avant de prendre sa retraite en 2019, avait roulé à travers 48 États, avait été dans des bagarres de bar et des liens de fraternité et tout le reste, avait servi dans la guerre du Golfe, avait vu des choses qui le hantaient, mais rien ne l'avait jamais frappé comme cet enfant de 9 ans, demandant si l'alliance de sa mère décédée pouvait acheter plus de temps à son père vivant. « Comment es-tu arrivé ici, Emma? »« J'ai marché. » Elle l'a dit comme si c'était évident, comme si marcher 4 miles seul était ce que l'on faisait quand son père mourait. « D'où exactement? »« Les appartements Meadowbrook, bâtiment C, appartement 2B, près de l'école primaire Ashland. » Razor savait où c'était. 3,7 miles le long de la route 250. Passant la station-service, passant l'église, passant la banque. Autoroute à 4 voies sur la majeure partie du chemin. Cet enfant avait marché 3,7 miles seul un samedi après-midi, portant l'anneau de sa mère décédée à un prêteur sur gage parce qu'elle pensait que 8 000 $ pouvaient sauver son père. « Emma », a dit Razor, forçant sa voix à rester stable, «
J'ai besoin que tu me dises ce qui se passe. Tout commence par le début. L'histoire d'Emma est sortie par morceaux, comme si elle l'avait gardée en elle si longtemps qu'elle ne savait pas comment la laisser sortir directement. Son papa travaillait dans la construction, travaillait beaucoup, 40 heures par semaine. Mais ensuite, il est tombé très malade en avril, a eu une opération qui l'a amélioré pendant un certain temps. Mais ensuite, le cancer est revenu et il a eu besoin d'un médicament spécial appelé chimiothérapie, qui le faisait vomir et perdre ses cheveux et dormir tout le temps. Le patron de son papa, M. Morrison, a dit que papa ne pouvait plus travailler autant d'heures parce qu'il n'était pas fiable. Emma a chuchoté ce mot comme si elle n'était pas sûre de ce qu'il signifiait, mais savait que c'était mauvais. Alors maintenant, papa ne travaillait que 20 heures et ils n'avaient pas autant d'argent. Et puis l'assurance a changé. Emma ne comprenait pas l'assurance, mais elle savait qu'elle payait la médecine de papa auparavant. Et maintenant, elle ne le faisait plus. Et l'hôpital n'arrêtait pas d'envoyer des papiers que papa lisait, puis ses mains tremblaient et il mettait sa tête dans ses mains. Jeudi dernier, a dit Emma, la voix tombant presque à un chuchotement. J'ai entendu papa au téléphone avec la dame de l'hôpital. Il demandait plus de temps et la dame a dit que s'il ne payait pas 8 000 $, il ne lui donnerait de ses médicaments. Et papa a dit, me dites-vous que je meurs juste? Et je l'ai entendu pleurer après qu'il ait raccroché. Elle a levé les yeux vers Razor, yeux bleus, désespérés. J'ai essayé d'aider. J'ai demandé aux gens à l'église, mais ils ont dit que les enfants ne devraient pas inventer d'histoires. Je suis allé à la banque, mais l'homme a dit que les banques n'achetaient pas de bagues. Ma maîtresse m'a envoyé à la conseillère et elle m'a donné une feuille de coloriage sur des sentiments, mais personne n'a voulu écouter. Alors j'ai pensé que si je venais à un prêteur sur gage, parce que les prêteurs sur gage achètent des choses, peut-être que vous pourriez acheter la bague de maman et je pourrais apporter l'argent à papa et il pourrait payer l'hôpital et il ne mourrait pas. Elle a tout dit d'un seul souffle, comme si elle s'arrêtait, elle ne pourrait peut-être pas recommencer. Emma, a dit Razor doucement, puis-je voir la bague? Elle a hoché la tête, l'a soulevée avec précaution de la boîte. Razor l'a prise, l'a tenue à la lumière, l'a examinée avec l'œil exercé de quelqu'un qui achetait et vendait des bijoux depuis 6 ans, depuis qu'il avait ouvert cette boutique. Or blanc, probablement 14 carats, petit diamant, peut-être un quart de carat, mais vrai solitaire classique, anneau simple. À l'intérieur, il pouvait voir une gravure usée mais toujours visible. Pour toujours, Sarah. Valeur au détail 2100 $, peut-être 3000 $. Cet enfant offrait de vendre une bague d'une valeur de 2100 $ pour 8000 $ parce qu'elle ne savait pas comment fonctionnaient les prêteurs sur gage, parce qu'elle avait 9 ans et était terrifiée et essayait de sauver son père avec la seule chose de valeur qu'elle possédait. Razor a rendu la bague avec précaution. Range cela en sécurité. Le visage d'Emma s'est effondré. Vous ne l'achèterez pas. Je n'ai pas dit ça. Razor s'est levé et marché jusqu'à son bureau à l'arrière. Emma a attendu, serrant la boîte à bijoux, ne sachant pas si elle devait espérer ou abandonner. Quand Razor est revenu, il tenait son téléphone portable. Il a appelé un contact, un qu'il n'avait pas appelé depuis 6 ans, pas depuis qu'il avait pris sa retraite de membre actif. Still Raymond Cooper, président de chapitre des Hells Angels de Columbus. L'appel a été connecté à la deuxième sonnerie. Still, c'est Razor. Razor? Nom d'un chien, vieux. Ça fait un bail. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin que tu écoutes attentivement. Je suis dans ma boutique, devant une petite fille de 9 ans qui vient de marcher 3,7 miles seule pour vendre l'alliance de sa mère décédée pour 8000 $ parce que son père a un cancer de stade 3 et ne peut pas payer la chimiothérapie. Silence à l'autre bout. Alors tu es sérieux. Mortellement sérieux. Le père s'appelle David Parker. Hôpital Memorial d'Ashland. L'hôpital menace de suspendre son traitement pour des factures médicales. Son employeur a réduit ses heures quand il est tombé malade.
Son assurance est passée à un plan qui ne couvre rien. Cette petite fille est ici seule, tenant l'alliance de sa mère, demandant si cela paiera la médecine de papa. Une autre pause. Combien en as-tu besoin? Chaque frère qui peut rouler, Steele, c'est ce que nous faisons. Donne-moi quelques minutes. Où est l'hôpital? Hôpital Memorial Ashland, service d'oncologie. Nous arrivons. La ligne est devenue morte. Columbus, Ohio. Clubhouse des Hells Angels. 15h47. Steele se tenait dans le garage du Clubhouse. Le téléphone composait déjà le numéro suivant avant que l'appel de Razor ne soit complètement déconnecté. Sa voix était calme, mais portait le poids du commandement. Premier appel, Wrench, président de chapitre de Cleveland. Tommy, c'est Steele. J'ai besoin de chaque frère qui peut rouler. Ashland, petite fille de 9 ans, essayant de vendre l'alliance de sa mère décédée pour sauver la vie de son père. Cancer, facture médicale, défaillance du système. Combien pouvez-vous mobiliser? La réponse de Wrench est venue immédiatement. 52 membres actifs. Donnez-moi l'adresse. Deuxième appel. Hammer, chapitre de Cincinnati. Marcus, c'est Steele. Mobilisation d'urgence, Ashland, Ohio. Situation de protection de l'enfance et de justice médicale. J'ai besoin de corps. 41 frères prêts. Quand? Maintenant. Hôpital Memorial d'Ashland. Parking, 14 minutes. Troisième appel. Preacher, aîné du chapitre de Dayton. Harold, c'est Raymond qui appelle la famille. Une petite fille a marché 4 miles seule pour essayer de mettre en gage l'alliance de sa mère pour payer la chimiothérapie de son père. Les hôpitaux menacent de le laisser mourir pour 8 000 $. La voix de Preacher s'est faite silencieuse. Alors 35 motards. Nous serons là dans 80 minutes. Steele a passé 3 autres appels à des membres de son propre chapitre de Columbus, à Doc, l'infirmière en oncologie qui saurait comment naviguer dans les systèmes hospitaliers, aux frères spécialisés dans ces situations. À 16h15, 175 Hells Angels à travers 4 chapitres de l'Ohio démarraient leur moteur. À 16h47, la Highway 71 Nord sonnait comme un tonnerre roulant. Razor a regardé Emma. Range la bague de ta mère. Tu ne la vendras pas aujourd'hui. Mais j'ai besoin d'argent. Tu as besoin d'aide. Et l'aide arrive. Razor a tiré un tabouret, s'est assis de manière à être toujours au niveau des yeux d'Emma. Emma, je vais te demander quelque chose d'important. Ton père est-il à la maison en ce moment? Oui, il dort probablement. La médecine le fatigue beaucoup. D'accord, je vais fermer ma boutique et te ramener à la maison. Et quand nous arriverons là-bas, je parlerai à ton père, et ensuite des amis à moi viendront aider. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance, d'accord? Peux-tu faire ça? Emma a étudié son visage, le gilet de cuir, le tatouage de crâne sur son avant-bras, la barbe grise et les yeux gentils qui ne correspondaient pas à l'extérieur intimidant. Ma maman disait que les motards ont l'air effrayants, mais qu'ils sont gentils, a dit Emma doucement. Êtes-vous gentil? La voix de Razor était rugueuse quand il a répondu. Oui, gamine, je suis gentil. 16h23, le pick-up de Razor. Le trajet jusqu'aux appartements Meadowbrook a pris 12 minutes. Emma était assise sur le siège passager, la boîte à bijoux sur ses genoux, regardant les rues familières défiler. Les mêmes rues qu'elle avait parcourues seule 90 minutes plus tôt. « Emma, » a dit Razor avec précaution, « ton père sait-il que tu as pris la bague? » « Non, il dormait. Il dort beaucoup maintenant. » « Et l'hôpital a vraiment dit qu'il ne le traiterait pas? » Emma a hoché la tête. « Je l'ai entendu au téléphone jeudi. La dame a dit que s'il ne payait pas 8 000 $, ils arrêteraient ses médicaments et alors il mourrait. Sa voix était factuelle, comme si elle avait déjà traité cette réalité et s'en était accommodée. 9 ans et comprenant déjà la mortalité mieux que la plupart des adultes. Les mains de Razor se sont resserrées sur le volant. « Pas sous ma surveillance, gamine. » 16h35, appartement Meadowbrook, bâtiment C. David Parker s'est réveillé au coup frappé à la porte de son appartement. Un instant, il n'a pas bougé.
Il est resté allongé sur le canapé où il s'était endormi. Emma, où était Emma? Il avait été si fatigué. Le brouillard cérébral de la chimio rendant tout flou. Avait-elle dit quelque chose à propos d'aller chez une amie? Les coups sont revenus, persistants. David s'est lentement levé. Tout lui faisait mal. La chimiothérapie le tuait presque aussi efficacement que le cancer l'aurait fait. Nausées, épuisement, fatigue profonde qui faisait que marcher jusqu'à la salle de bain ressemblait à l'ascension d'une montagne. Il avait perdu 34 livres. Son alliance ne lui allait plus, pendait lâchement à son doigt, jusqu'à ce qu'il l'ait finalement retirée et mise dans sa commode avec la bague de Sarah. La bague de Sarah. David a ouvert la porte. Un homme massif en gilet de cuir se tenait sur son seuil. Derrière lui, Emma, l'air inquiet. Monsieur Parker, mon nom est Danny Hutchkins. Les gens m'appellent Razor. Votre fille est entrée dans mon prêteur sur gage il y a environ 90 minutes. Le cœur de David s'est arrêté. Il a regardé Emma. Emma quoi? Papa, je suis désolé. Je voulais juste aider. Elle a essayé de vendre l'alliance de sa mère, a dit Razor doucement, pour payer votre chimiothérapie. Les mots ont frappé David comme un coup physique. Il a trébuché en arrière, s'est rattrapé sur le cadre de la porte. Elle a fait quoi? Pouvons-nous entrer? A demandé Razor. Je pense que nous devons parler. 17h47, parking des appartements Meadowbrook. 67 minutes après le premier appel de Steele, la première vague est arrivée. 17 motos de Columbus, le chapitre le plus proche, ont fait leur entrée dans les appartements Meadowbrook et une parfaite formation en V. Les moteurs se sont coupés simultanément. Les béquilles se sont abaissées à l'unisson. Les moteurs ont démonté avec une précision militaire, aucun mouvement inutile, et se sont tenus à côté de leur moto en une seule ligne. 4 minutes plus tard, le chapitre de Cleveland. 52 Harley roulant de la Highway 61, se divisant en 4 colonnes, se garant en rangée diagonale comme s'ils avaient pratiqué cette formation 100 fois. 6 minutes après cela, Cincinnati. 41 moteurs, chapitre plus ancien, barbe grise et visage buriné, se garant avec la confiance tranquille d'hommes qui faisaient cela depuis des décennies. 2 minutes à place Dayton 35 motos, le plus jeune chapitre, se garant dans les espaces restants avec une précision minutieuse. À 18h04, 82 minutes après le premier appel de Steele, 8 minutes en avance, 175 Hells Angels se tenaient sur le parking d'un complexe d'appartements et faible revenu à Ashland, Ohio. Pas de moteurs qui rugissent, pas de cris, pas de posture, juste debout, attendant. Un mur de cuir et de chrome et de discipline absolue. David se tenait à la fenêtre de son appartement avec Emma, tous deux regardant le parking qui ressemblait à un terrain de rassemblement militaire. 175 motos, 175 gilets de cuir, 175 personnes qui avaient tout laissé tomber un samedi soir pour se tenir sur un parking pour un homme qu'ils n'avaient jamais rencontré, et une petite fille qui avait essayé de vendre la bague de sa mère. Razor, a dit David, la voix à peine un murmure. Qu'est-ce que c'est? Razor se tenait derrière eux, les bras croisés, regardant ses frères s'assembler. C'est ce que je t'ai dit qui venait. C'est de l'aide. Emma a pressé sa petite main contre la vitre de la fenêtre. Ils sont venus pour nous. Ils sont venus pour toi, gamine. Vous tous. En bas, sur le parking, 3 silhouettes se sont détachées de la formation et ont marché vers le bâtiment C. Le motard de tête, queue de cheval grise, lunettes à monture métallique, expression calme, se déplaçait avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait commandé le respect pendant des décennies. Derrière lui, un homme massif portant un bloc-notes juridique et une femme aux cheveux gris courts portant un gilet de cuir et un sac médical. Razor est marché jusqu'à la porte de David, l'a ouverte avant qu'il ne puisse frapper. Steele, Wrench, Doc, merci d'être venus. L'homme avec la queue de cheval, Steele, est regardé au-delà de Razor vers David et Emma debout près de la fenêtre. Ses yeux ont tout saisi. La silhouette émaciée de David, les 34 livres perdus visibles dans la façon dont ses vêtements pendaient,
Le t-shirt trop grand d'Emma, ses baskets usées, sa prise protectrice sur la boîte à bijoux, l'appartement qui sentait le médicament et le désespoir. Monsieur Parker. La voix de Steele était calme, contrôlée. Je suis Raymond Cooper, président du chapitre de Columbus. Ce sont mes frères, Tommy Sullivan et Patricia Morrison. Nous sommes ici pour aider. Pouvons-nous entrer? David n'a pas trouvé les mots, il a juste hoché la tête. Et juste comme ça, la vie de David Parker a changé. Si vous croyez que les enfants ne devraient pas avoir à marcher seuls pour sauver leurs parents, si vous croyez que les factures médicales ne devraient pas signifier des condamnations à mort, commentez, je vous vois et abonnez-vous, parce que ce qui se passera dans les 2 prochaines heures restaurera votre foi en l'humanité. Maintenant, vous pourriez imaginer 175 motards prenant d'assaut un hôpital, exigeant un traitement, menaçant les administrateurs de violence. C'est ce que les films montrent. C'est ce que la société vous apprend à attendre des hommes en cuir et en chrome. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé à la place était quelque chose de bien plus puissant et bien plus terrifiant pour les gens qui profitaient de la souffrance. Ce qui s'est passé était la précision. Steele était assis à la petite table de cuisine de David, bloc-notes ouvert, stylo se déplaçant avec une efficacité exercée. Il avait passé 20 ans en tant qu'administrateur hospitalier avant de prendre sa retraite. Il savait exactement comment fonctionnait la facturation médicale, où étaient les points de pression et surtout, qui appeler. Parlez-moi de votre situation d'assurance, a dit Steele calmement. Commencez en avril quand vous avez été diagnostiqué. David a expliqué, la voix tremblante. Diagnostic, chirurgie, calendrier de chimiothérapie, le changement d'assurance en août, les factures s'accumulant, l'ultimatum du service de facturation. Steele a pris des notes, a posé des questions spécifiques. Quel était votre plan précédent? Quand exactement Morrison Construction a-t-il changé de fournisseur? Avez-vous reçu un avis écrit du changement? Quelle est votre franchise actuelle? Ont-ils offert un plan de paiement? Chaque réponse a révélé une autre couche de la défaillance du système. Wrench, l'homme massif avec le bloc-notes juridique, s'est concentré sur l'angle de l'emploi. Parlez-moi de Frank Morrison. Quand a-t-il commencé à réduire vos heures? David a raconté la chronologie. Le stylo de Wrench n'a jamais cessé de bouger. Et vous avez dit qu'il y avait un autre employé, Tom Brennan, qui est aussi tombé malade. Oui, diabète, maladie rénale. Frank l'a laissé partir en 2023. Wrench et Steele ont échangé un regard. Modèle. Doc, la femme avec le sac médical, a examiné David avec une efficacité professionnelle et vérifié ses signes vitaux, a posé des questions sur son calendrier de traitement, a passé en revue sa liste de médicaments. Vous en êtes à la 8e ronde sur 12. La 9e ronde est prévue pour le 25 novembre. C'est dans 6 jours. Je sais, a dit David doucement. Je ne peux pas me le permettre. Vous allez vous rendre à ce rendez-vous, a dit Doc fermement. Croyez-moi, pendant que les spécialistes travaillaient, le reste des frères était déjà en mouvement. 47 motards sont allés à l'hôpital Memorial, non pas pour menacer, mais pour se tenir debout. Ils se sont garés sur le parking des visiteurs, ont démonté et sont simplement restés là. Un mur de cuir et de chrome, pendant que Steele passait des appels téléphoniques depuis l'appartement de David. Premier appel, l'administratrice de l'hôpital, Janet Wheeler. Mademoiselle Wheeler, mon nom est Raymond Cooper. J'appelle au sujet d'un patient nommé David Parker. Je crois comprendre que son traitement est suspendu en raison d'un solde impayé de 200 $. Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux pas discuter d'informations sur les patients. Je ne vous demande pas de discuter. Je vous informe que David Parker se présentera à son rendez-vous du 25 novembre pour la 9e ronde de chimiothérapie et que ce rendez-vous se déroulera comme prévu. Monsieur, notre politique exige un paiement ou des arrangements de paiement. Votre politique va faire une exception parce qu'en ce moment,
Il y a 47 membres des Hells Angels qui se tiennent sur votre parking, ne menaçant personne, juste debout, attendant. Et dans environ 10 minutes, je vais entrer dans votre bureau avec des documents montrant que votre service de facturation a violé plusieurs dispositions des protections de facturation des patients de la loi sur les soins abordables. Souhaitez-vous en discuter maintenant ou préférez-vous que je dépose des plaintes auprès du département de la santé de l'Ohio, des centres pour les services Medicare et Medicaid et de 3 stations d'information locale? Silence. Je serai là dans 15 minutes, a dit Steele. Veuillez avoir votre directeur de la facturation et votre administrateur du service d'oncologie présent. Il a raccroché. Deuxième appel, Frank Morrison. Wrench a fait celui-ci. Haut-parleur activé pour que David puisse entendre. Morrison Construction, c'est Frank. Monsieur Morrison, mon nom est Tommy Sullivan. Je suis un avocat spécialisé en droit du travail. J'appelle au sujet de votre employé, David Parker. Qui? David Parker, cancer de stade 3. Vous avez réduit ses heures de 40 à 20 par semaine à partir de septembre. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais les décisions de personnel sont privées. Elles ne sont pas privées quand elles violent la loi sur le congé familial et médical. David Parker a droit à la protection de l'emploi pendant qu'il suit un traitement contre le cancer. Vous avez réduit ses heures, ce qui a entraîné la fin constructive de ses avantages pendant une crise médicale. C'est une mesure de représailles illégale. C'est aussi un modèle. Tom Brennan, 2023, diabète et maladie rénale. Même modèle de réduction d'heures suivi d'une résiliation. Je n'ai pas à écouter ça. Vous le faites si vous voulez éviter un procès. Je dépose une plainte auprès de la Commission des droits civiques de l'Ohio lundi. Vous recevrez également un avis de notre intention de poursuivre pour des dommages et intérêts pour salaires perdus, frais médicaux engagés en raison de la perte d'assurance et détresse émotionnelle. Dommages estimés à 180 000 $. La voix de Frank s'est tendue. Vous ne pouvez pas. Je peux et je le ferai, à moins que vous ne vouliez discuter d'un règlement. Je serai à votre bureau lundi matin à 9 heures. Vous pouvez amener votre avocat. Wrench a raccroché. David l'a regardé. Vous venez d'appeler mon patron et de le menacer de le poursuivre. Je n'ai pas menacé. J'ai informé. Wrench a souri avec gravité. Il y a une différence, Washfine. Lundi matin, 22 novembre, 8h47, Morrison Construction occupait un terrain d'angle sur Industrial Drive, bureau principal, cours d'équipement, 3 camions de travail garés en diagonale. Frank Morrison est arrivé à 8h30 comme toujours, portant un thermos de café et sifflotant, pensant au devis qu'il devait finir pour le projet Henderson. Il ne s'attendait pas à voir 30 motos sur son parking. 30 Hells Angels pour être précis. Gilets de cuir, bras croisés, debout en demi-cercle autour de l'entrée de son bureau, ne la bloquant pas, juste présent. La main de Frank s'est serrée sur le thermos. Il a cherché son chef d'équipe, Tim Rodriguez. Tim se tenait près du hangar à équipement, les yeux grands ouverts, ayant clairement été arrivé tôt et ayant trouvé cette situation déjà en cours. Wrench, l'homme massif avec le bloc-notes juridique, s'est avancé alors que Frank approchait. « Monsieur Morrison, bonjour. Je suis Tommy Sullivan. Nous avons parlé samedi. » La mâchoire de Frank s'est serrée. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est une propriété privée. J'appelle la police. »« S'il vous plaît, faites-le, » a dit Wrench calmement. « J'aimerais expliquer au PD d'Ashland pourquoi 30 citoyens se tiennent pacifiquement sur un terrain commercial à accès public pour protester contre les violations du droit du travail. Liberté de réunion, premier amendement. Vous voulez en faire une affaire? » Frank a regardé au-delà de Wrench la ligne de moteur. Chaque visage était calme. Pas d'agression, pas de menace, juste une présence. « Que voulez-vous? » « Je veux discuter de la situation de l'emploi de David Parker. Spécifiquement, votre schéma de réduction systématique des heures pour les employés ayant des problèmes de santé
David Parker en 2025, Tom Brennan en 2023, Angela Fitzgerald en 2021. J'ai aussi trouvé ces dossiers. Au fait, elle avait un cancer du sein. Vous avez réduit ses heures. Elle a perdu sa couverture d'assurance pendant la chimio. Elle paie toujours des dettes médicales. Le visage de Frank est devenu rouge. Je dirige une entreprise, pas une œuvre de charité. Les gens qui ne peuvent pas faire le travail n'ont pas les heures. David Parker a fait le travail pendant 6 ans, a rétorqué Wrench. Présence parfaite jusqu'au diagnostic de cancer. Ensuite, vous avez réduit ses heures le même mois où son assurance est passée à un plan catastrophique. Ce n'est pas des affaires. C'est des représailles. Et en vertu de la FMLA, c'est illégal. Je n'ai pas à rester là et écouter. En fait, si. Wrench a ouvert son bloc-notes juridique. Parce que ce matin à 9 heures, je dépose des plaintes auprès de 3 agences, la Commission des droits civiques de l'Ohio, le département de l'emploi et des services à la famille et l'administration de la sécurité et de la santé au travail. Je contacte également 3 de vos anciens employés qui sont prêts à témoigner de votre habitude d'abandonner les travailleurs malades. Et j'ai déjà parlé à 4 employés actuels. Wrench a désigné le hangar à équipement où Tim Rodriguez et 3 autres regardaient, qui ont exprimé leur intérêt à être interrogés sur les conditions de travail. Frank a regardé son équipe. Tim n'a pas voulu croiser son regard. Je contacte également les propriétaires du projet Henderson, a continué Wrench, pour leur faire savoir que leur entrepreneur fait l'objet d'une enquête pour violation du droit du travail. La plupart des clients commerciaux ont des clauses d'éthique dans leur contrat. Vous pourriez perdre ce travail, pourriez en perdre d'autres. Vous essayez de détruire mon entreprise. Non, a dit Wrench doucement. Vous avez détruit la vie de David Parker pour économiser 18 000 $ sur l'assurance. Je m'assure juste que vous payez pour cela. Les mains de Frank tremblaient. Que voulez-vous? David Parker. Heures à temps plein, avantage complet. Arriéré de salaire pour toutes les heures réduites depuis septembre. C'est 620 $. Remboursement des frais médicaux pour les coûts encourus en raison de votre changement d'assurance. C'est 12 000 $ supplémentaires. C'est insensé. C'est ce que vos décisions ont coûté à un homme mourant et à sa fille de 9 ans. Vous avez acheté un camion de 62 000 $ avec l'argent que vous avez économisé en coupant ses heures. J'ai vu les registres d'achat. Le visage de Frank est devenu gris. Vous avez jusqu'à vendredi pour accepter le règlement, a dit Wrench. Ou lundi, je dépose tout et vous passerez les 18 prochains mois à vous défendre pendant que votre réputation s'effondre. Votre choix. Wrench s'est retourné pour partir. Les 30 moteurs se sont retournés avec lui, se déplaçant en formation vers leur moto. Frank se tenait sur son parking, Thermos toujours à la main, regardant sa main-d'œuvre le regarder. Tim Rodriguez a parlé le premier. Patron, c'est vrai pour David? Pour Tom et Angela? Frank n'a pas répondu. Il est entré dans son bureau, a fermé la porte. Le mercredi, l'avocat de Frank Morrison a appelé Wrench pour discuter des termes du règlement. Le vendredi, le chèque a été émis. Preacher, l'ancien pasteur à la barbe blanche, s'est rendu à l'église communautaire d'Ashland, a trouvé le pasteur Michael Reynolds dans son bureau après le service du samedi soir. Pasteur Reynolds, je suis Harold Whitfield. J'aimerais discuter de votre fonds de bienfaisance. Je suis désolé. Nous connaissons-nous? Nous le faisons maintenant. Une fille de 9 ans nommée Emma Parker a essayé de vendre l'alliance de sa mère décédée cet après-midi pour sauver la vie de son père. Ce père, David Parker, et sa défunte épouse, Sarah, ont fréquenté cette église. Emma est venue ici demander de l'aide. On lui a dit que l'aide nécessitait des demandes formelles par l'intermédiaire du conseil des diacres. Le visage du pasteur Reynolds s'est légèrement coloré. Notre fonds de bienfaisance a des procédures appropriées. Votre fonds de bienfaisance a 31 400 $ inutilisés pendant qu'Emma Parker marche 4 miles seule en essayant de mettre en gage des héritages familiaux. J'ai quitté le ministère pastoral en 1988 parce que j'étais fatigué de voir les églises construire des politiques
au lieu d'aider les gens. Vous avez une enfant dans votre communauté qui crie à l'aide. Quelle partie de laisser les petits enfants venir à moi exige une réunion du conseil des diacres? Le pasteur n'avait pas de réponse. Lundi matin, a dit Preacher doucement, vous allez approuver une distribution d'urgence de bienfaisance à la famille Parker. Vous allez renoncer à toutes vos exigences de présence et à vos retards procéduraux, et vous allez vous souvenir que la veuve et l'orphelin n'ont pas le temps pour les réunions de comité. Preacher est parti, laissant le pasteur Reynolds assis à son bureau, avec une Bible ouverte à Matthieu 25-40 et une conscience qui se sentait soudainement très lourde. Les motards qui étaient allés à l'hôpital Memorial n'ont pas pénétré dans le bâtiment. Ils n'en avaient pas besoin. Leur présence, 47 hommes et femmes debout silencieusement sur le parking, gilets de cuir portant l'écusson des Hells Angels, était un message suffisant. Les patients entrant pour des rendez-vous avaient l'air nerveux. Les gardes de sécurité regardaient de l'intérieur. Quelqu'un a appelé la police. 2 voitures de police d'Ashland sont arrivées en 20 minutes. L'officier Marcus Holland est sorti, la main près de sa ceinture, observant la scène, s'est approché du groupe de motards le plus proche. « Messieurs, je vais avoir besoin de savoir ce qui se passe ici. » Un membre plus âgé, probablement 60 ans, barbe blanche, yeux gentils, a pris la parole. « Nous attendons que notre frère finisse une réunion avec l'administration de l'hôpital. Nous ne bloquons pas l'accès, ne menaçons personne, juste debout. Vous rendez les gens nerveux. Les gens devraient être nerveux, a dit le vieil homme calmement. Les hôpitaux qui menacent de laisser mourir les patients atteints de cancer à cause des factures médicales devraient rendre tout le monde nerveux. Nous sommes ici pour nous assurer que cela n'arrive pas. L'officier Holland a étudié le groupe. Aucune arme visible, aucune posture agressive, juste en attente. Combien de temps comptez-vous rester ici? Aussi longtemps qu'il le faudra. Holland a appelé du renfort. 4 autres voitures sont arrivées. La police a formé un périmètre observant les motards qui observaient l'hôpital. Impasse. À l'intérieur, Steele était assis dans le bureau de l'administratrice Janet Wheeler avec la directrice de la facturation, Cynthia Berg, et l'administrateur du département d'oncologie, le Dr. Richard Moss. Steele avait apporté des documents, des imprimés des protections de facturation des patients de l'Affordable Care Act, des réglementations de l'État de l'Ohio sur le recouvrement des dettes médicales, des preuves que David avait tenté d'établir des plans de paiement et s'était vu refuser des options raisonnables. « Monsieur Parker gagne $800 par mois brut », a dit Steele, étalant les papiers. « Votre offre de plan de paiement était de $850 par mois pendant 30 mois. C'est 46% de son revenu brut. L'SIE considère les plans de paiement déraisonnables s'ils dépassent 10% du revenu du ménage pour les familles dont le revenu est inférieur à 250% du seuil de pauvreté fédérale. David Parker est admissible. » Cynthia Berg avait l'air mal à l'aise. « Nous avons des formules standards de plan de paiement. Vos formules violant la loi fédérale. Vous êtes également tenu de dépister les patients pour les programmes d'aide financière. Avez-vous dépisté David Parker pour la politique de soins de bienfaisance de votre hôpital? » Silence. Vous ne l'avez pas fait, n'est-ce pas? Parce que si vous l'aviez dépisté correctement, vous auriez découvert qu'il est admissible à une exonération complète des soins de bienfaisance en vertu de votre propre politique. Revenu inférieur à 200% du seuil de pauvreté fédérale, dépenses médicales dépassant 30% du revenu, difficultés documentées. Il coche toutes les cases. Le docteur Moss a bougé sur son siège. Je n'étais pas au courant. Bien sûr que non, parce que votre service de facturation est incité à collecter, pas à pardonner. Mais voici ce qui va se passer. Steele s'est penché en avant. David Parker garde son rendez-vous de chimiothérapie du 25 novembre. Vous allez appliquer rétroactivement les soins de bienfaisance à son compte entier, annulant le solde de $25,200. Et vous allez rationaliser votre dépistage des soins de bienfaisance pour que cela n'arrive pas au prochain patient.
Janet Wheeler a regardé ses collègues, puis de nouveau Steele. Et si nous ne le faisons pas? Alors, lundi matin, je dépose des plaintes auprès de CMS, ODH et 3 journalistes d'investigation qui adoreraient une histoire sur la façon dont l'Hôpital Memorial menace de laisser mourir les patients atteints de cancer, tout en étant assis sur une dotation de 47 millions de dollars. J'informe également votre conseil d'accréditation. Et ces 47 moteurs sur votre parking, ils commencent à faire du bruit, pas de violence. Du bruit des piquets de grève, des campagnes de sensibilisation du public. Votre réputation devient très intéressante très rapidement. Wheeler a fermé les yeux brièvement. Quand elle les a rouverts, elle avait l'air fatiguée. D'accord, j'autoriserai la révision des soins de bienfaisance. Aujourd'hui, a dit Steele, j'attendrai. Cela a pris 3 heures. Le solde entier de David Parker, 25 200 $, a été annulé en vertu de la politique de soins de bienfaisance de l'hôpital à 18h47 le 19 novembre 2025. Son calendrier de chimiothérapie a été rétabli. La 9e ronde se déroulerait comme prévu le 25 novembre. Quand Steele est sorti de l'hôpital et a fait un pouce levé aux frères en attente, une ovation a retenti qui a traversé le parking. L'officier Holland a regardé 175 motos démarrer leur moteur, disciplinés, ordonnés, sans esbrouf, et s'éloigner en formation. « Eh bien, a dit Holland à son partenaire, ce n'est pas comme ça que je m'attendais à ce que ça se termine. » Son partenaire a secoué la tête. Peut-être que nous avons regardé les mauvaises personnes comme des menaces. De retour à l'appartement, David était assis avec Emma sur ses genoux. Tous deux pleuraient maintenant pour différentes raisons. Non pas le désespoir, le soulagement, le choc. La sensation de chute libre s'arrêtant soudainement. Razor se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, observant. « Ta 9e chimio a lieu mardi. Doc t'accompagnera au rendez-vous. S'assurera que tout se passe bien. » Wrench rencontre Frank Morrison lundi matin pour discuter du rétablissement de tes heures ou d'un règlement pour dommages et intérêts. Dans tous les cas, ta situation de revenu va être réglée. David n'a pas trouvé les mots, il a juste tenu sa fille et a tremblé. « Emma, a dit Razor s'agenouillant, j'ai besoin que tu me montres la bague de ta mère une fois de plus. » Emma l'a délicatement retirée de la boîte à bijoux. Razor l'a prise doucement. « Cette bague, a dit Razor, vaut environ 2800 $. C'est ce que je te donnerai dans un prêteur sur gage. Mais sa vraie valeur est le souvenir de ta mère. La preuve que tes parents s'aimaient, le lien que tu as avec une femme qui te manquera pour toujours. » Il a rendu la bague à Emma. C'est inestimable. On ne vend pas les choses inestimables. On les protège. Emma a serré la bague contre sa poitrine. Mais papa avait besoin d'aide. Et l'aide est venue, non pas parce que tu as vendu la mémoire de ta mère, mais parce que tu as été assez courageuse pour demander. Razor a regardé David. Garde cette bague en sécurité. Quand Emma sera plus grande, quand elle se mariera un jour, cette bague deviendra la sienne proprement. Jusque-là, c'est un rappel. Votre famille s'est battue l'un pour l'autre et votre famille a gagné. La voix de David était rauque. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous ne nous remerciez pas. Vous survivez. Vous battez le cancer. Vous élevez cette petite fille pour qu'elle sache que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. Et quand vous serez en bonne santé et que vous travaillerez à nouveau, vous ferez la même chose que nous avons fait aujourd'hui. Vous aiderez la prochaine personne qui se noie. 25 novembre 2025, mardi matin, 9h15, 9e ronde de chimiothérapie, le rendez-vous que David pensait devoir manquer. La ronde qui déterminerait si son cancer resterait en rémission ou reviendrait en force. Doc Patricia Morrison les a récupérés à 8h30, a conduit son pick-up avec l'autocollant des Hells Angels sur la vitre arrière. Emma était assise sur le siège arrière, son sac à dos d'école sur le dos et serrant le chien en peluche que Razor lui avait donné la semaine précédente. David était assis sur le siège passager, silencieux, les mains serrées sur ses genoux.
Vous êtes nerveux? A demandé Doc. Terrifié, a admis David. Bien, ça veut dire que vous faites attention. Doc a conduit jusqu'au parking de l'hôpital Memorial. Laissez-moi vous dire quelque chose sur cet hôpital maintenant. Samedi dernier, ils ont appris ce qui se passe quand ils menacent d'abandonner les patients mourants. Aujourd'hui, vous allez y entrer la tête haute. Vous allez recevoir votre traitement et si quelqu'un, n'importe qui, vous donne des problèmes, vous me le dites. Ils sont entrés ensemble dans l'aile d'oncologie. Doc portait son gilet de cuir. Emma tenait la main de David. David avait l'impression d'entrer au combat. La réceptionniste a levé les yeux, a vu le gilet de Doc, son expression a changé. Reconnaissance, peut-être de l'embarras. Monsieur Parker, à l'heure, le Dr. Henley vous verra sous peu. 10 minutes plus tard, David était sur la chaise de perfusion. Le cathéter était dans son bras. Le goutte-à-goutte de chimio a commencé, liquide clair qui le rendrait malade pendant 3 jours, mais pourrait lui sauver la vie. Emma était assise à côté de lui, sa petite main tenant sa main libre. « Ça fait mal, papa? »« Pas le cathéter. Le médicament me rend malade plus tard, mais en ce moment, je vais bien. » Doc se tenait près de la porte, les bras croisés, observant le personnel infirmier. Chaque infirmière qui entrait était professionnelle, attentive, gentille. Pas de précipitation, pas de dédain. Le genre de soins que David aurait dû recevoir depuis le début. Le Dr. Henley est entré à mi-perfusion. « David, ravi de vous voir. Les analyses sanguines sont bonnes. Le nombre de globules blancs est stable. Vous tolérez bien le traitement. » Grâce à... David a fait un geste vague vers Doc. « Grâce aux personnes qui ont décidé que vous comptez, » a dit le Dr. Henley. « Et pour ce que ça vaut, je suis désolé que la situation de facturation soit devenue si incontrôlable. Cela n'aurait pas dû arriver. » « Mais c'est arrivé, » a dit Doc doucement depuis l'embrasure de la porte. « Et cela se reproduira à moins que les systèmes ne changent. N'est-ce que Buster Henley? » Le Dr. Henley a croisé son regard. « Vous avez raison, et j'y travaille. La perfusion a pris 3 heures. Emma a fait ses devoirs sur la chaise à côté de David, et lu son livre et mangé le sandwich que Doc avait apporté et resté proche. Quand la perfusion a été terminée, l'infirmière a retiré le cathéter avec précaution, a mis un pansement sur le bras de David. « Tout est prêt, Monsieur Parker. À dans 3 semaines pour la ronde de 10. » Ronde de 10. Non pas si vous pouvez payer, non pas si vous êtes admissible, juste à dans 3 semaines. En sortant vers le camion de Doc, David a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. L'espoir. Emma a sauté jusqu'au camion, son sac à dos rebondissant, s'est retournée pour regarder David. « Papa, tu l'as fait. »« Nous l'avons fait, » a corrigé David. « Nous l'avons fait ensemble. 6 mois, c'est une éternité quand on a 9 ans et que tout fait mal. 6 mois, ce n'est rien quand on regarde son père revenir à la vie. » Et à mai demain, Schwartz, David Parker, avait terminé les 12 rondes de chimiothérapie. Ses scanners CT ne montraient aucune preuve de cancer actif. Ses cheveux repoussaient, gris maintenant au lieu de brun, et il avait retrouvé 22 des 34 livres qu'il avait perdus. Pas tout, mais assez pour qu'Emma puisse le serrer dans ses bras sans sentir les os. Frank Morrison avait réglé à l'amiable pour 87 000 $. N'a pas admis de faute, mais a accepté de rétablir David à temps plein avec des avantages, plus un paiement rétroactif pour toutes les heures qui avaient été réduites. Wrench avait trouvé 3 autres anciens employés avec des histoires similaires. La Commission des droits civiques de l'Ohio enquêtait toujours. David est retourné au travail en mars, lentement au début, 3 jours par semaine, puis 4, puis à temps plein en avril. Son corps s'est souvenu comment manier un marteau, encadrer un mur, construire des choses qui dureraient. Emma a cessé de faire des cauchemars vers février. Ceux où elle marchait et n'atteignait jamais le prêteur sur gage, où la bague disparaissait, où papa mourait pendant qu'elle marchait. Le 16 mai 2026, exactement 6 mois après cette marche du samedi après-midi, Emma et David sont allés en voiture au clubhouse des Hells Angels à Columbus.
C'était l'idée de Razor. Viens voir où vit ton histoire maintenant. Le clubhouse était bruyant avec des moteurs et des rires et l'odeur de barbecue. Des motards étaient partout, travaillant sur des motos, jouant au billard, cuisinant d'énormes quantités de nourriture pour le rassemblement de printemps. Steele les a vus en premier, s'est approché, a souri. David, Emma, content de vous voir, debout droit, mon ami. La voix de David était encore épaisse quand il a parlé. Je ne sais pas si je l'ai assez dit. Merci pour tout. Vous respirez. C'est un merci suffisant. Steele a désigné le bar. Venez, il y a quelque chose que vous devriez voir. Sur le mur derrière le bar, dans une vitrine en verre avec un support en laiton et des projecteurs, se trouvait une photographie. Elle montrait Emma à 9 ans, cheveux blonds en queue de cheval désordonné, portant ce trop grand T-shirt du marathon de Cleveland, tenant la boîte à bijoux bleu marine. La photo avait été prise ce jour-là au prêteur sur gage, bien qu'Emma ne se souvienne pas que Razor l'ait prise. Sous la photo, montée sur du velours noir, il n'y avait pas la bague réelle. David l'avait rendue à Emma pour qu'elle la garde en sécurité, mais une plaque en laiton. La plaque disait « Alliance de Sarah Elizabeth Parker portée sur 3,7 miles par Emma Rose Parker, 9 ans, 19 novembre 2025. L'amour vaut plus que l'or. Cet enfant nous a appris que le courage n'attend pas la permission. Cette famille nous a appris que se battre les uns pour les autres, c'est ce que signifie la famille. Cette histoire nous rappelle pourquoi nous roulons. » Emma l'a lu lentement, épelant les mots. Quand elle a eu fini, elle a levé les yeux vers Steele avec des yeux bleus qui n'étaient plus hantés. « Pourquoi nous avez-vous aidés? » Steele s'est agenouillé. « Parce que tu t'es aidé toi-même d'abord. Tu as fait l'impossible. Tu as marché seul pour sauver ton père. C'est le genre de courage que nous protégeons. C'est ce que nous sommes. Mais vous ne nous connaissez même pas. Nous le faisons maintenant. Et une fois que vous êtes de la famille, vous êtes toujours de la famille. » Emma y a réfléchi un instant. « Alors, puis-je revenir? »« N'importe quand, » a dit Steele. « C'est votre clubhouse aussi. » Alors, que faisons-nous d'une histoire comme celle-ci? Parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'Emma et David et d'une alliance et de 171 motos. Il s'agit de chaque fois que le système dit « pas notre problème » et s'en va. Chaque fois qu'une facture médicale devient une condamnation à mort. Chaque fois qu'un employeur choisit le profit plutôt que l'humanité. Il s'agit de Linda Harrison, l'enseignante qui a vu Emma perdre du poids et l'a envoyée une fois chez une conseillère mais n'a pas fait de suivi. Il s'agit du pasteur Michael Reynolds assis sur 31 400 $ de fonds de bienfaisance, tandis qu'une enfant marchait des kilomètres pour mettre en gage la bague de sa mère. Il s'agit de Frank Morrison qui a coupé les heures d'un homme mourant pour économiser de l'argent et a acheté un nouveau camion avec les économies. Il s'agit de Cynthia Berg et Janet Wheeler qui ont suivi des politiques qui violaient l'esprit de guérison en faveur de la collecte de paiement. Il s'agit de nous tous. Chaque fois que nous voyons quelqu'un se noyer et que nous nous convainquons que ce n'est pas nos affaires. Chaque fois que nous suivons la procédure au lieu de faire ce qui est juste. Chaque fois que nous choisissons le confort plutôt que le courage. Mais il s'agit aussi de Razor, d'un moteur retraité qui a vu une enfant désespérée et a passé un appel téléphonique. De Steele qui a passé 3 heures dans le bureau d'un administrateur d'hôpital armé, de rien d'autre que des documents et de la conviction. De 175 personnes qui ont arrêté leur samedi après-midi pour se tenir sur un parking pour un homme et une fille qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Vous n'avez pas besoin de 175 motos pour sauver la vie de quelqu'un. Il suffit d'être la personne qui voit, la personne qui demande ce qui se passe, la personne qui passe l'appel téléphonique, dépose la plainte, se tient sur le parking ou s'agenouille au niveau des yeux d'un enfant et dit « Je vous crois, si vous avez déjà été Emma, en est portant quelque chose de trop lourd parce que tous les adultes autour de vous ont dit « Pas notre problème, cette histoire est pour vous. Vous n'êtes pas seul, votre courage compte
Et parfois, demander de l'aide est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire. Si vous avez déjà été David, vous tuant au travail pendant que le système trouve des moyens créatifs de vous abandonner, cette histoire est pour vous. Vous méritez de survivre. Votre vie a de la valeur au-delà de votre productivité. Et parfois, accepter de l'aide est la chose la plus forte que vous puissiez faire. Si vous avez déjà été Razor, quelqu'un qui a vu la souffrance et a décidé d'agir au lieu de s'éloigner, merci. Le monde a besoin de plus de personnes qui passent des appels téléphoniques, qui perturbent leur samedi après-midi, qui voient le désespoir d'une enfant de 9 et répondent par la protection au lieu de la politique. Et si vous avez déjà été Linda ou Michael ou Frank ou Cynthia, et nous l'avons tous été à un moment donné, nous avons tous choisi le confort plutôt que le courage. Vous avez encore le temps. Vous pouvez encore être la personne qui regarde au lieu de détourner le regard. Vous pouvez encore passer l'appel, approuver la distribution, rétablir les heures, pardonner la facture. Le système n'a pas sauvé David Parker. Le gouvernement n'a pas sauvé David Parker. L'Église n'a pas sauvé David Parker. Un propriétaire de prêteur sur gage qui a fait attention a sauvé David Parker. Et puis 175 étrangers ont décidé qu'une famille valait la peine d'être protégée. C'est le pouvoir que nous avons tous. Pas le pouvoir de tout réparer, mais le pouvoir de voir une personne, de prendre une action, de passer un appel téléphonique qui pourrait tout changer. David travaille toujours dans la construction. Emma gère toujours la perte de sa mère avec la résilience des enfants qui ont appris trop jeunes que la vie n'est pas juste. Le cancer est en rémission, mais pourrait toujours revenir. La vie n'est pas devenue parfaite, mais elle est devenue vivable. Et dans la chambre d'Emma, dans une boîte à bijoux en velours bleu marine, se trouve l'alliance de sa mère. Plus offerte à la vente, plus portée seule sur des routes à 4 voies. Juste gardée en sécurité, attendant le jour. Emma la portera elle-même, gravée à l'intérieur pour toujours. Sarah, une promesse qui n'a pas été brisée. Un amour qui a sauvé une vie sans être vendu. Un rappel que parfois les choses les plus précieuses que nous possédons sont les choses que nous refusons d'échanger contre quoi que ce soit. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé que les factures médicales ne devraient pas être des condamnations à mort, que les employeurs doivent à leurs travailleurs malades une humanité de base, que les enfants ne devraient pas avoir à marcher seuls, alors faites 3 choses. Abonnez-vous à cette chaîne. Nous racontons des histoires de personnes qui protègent les vulnérables, combattent les puissants et prouvent que le courage ordinaire peut changer des vies. Nous racontons des histoires des aides, des combattants, de ceux qui se montrent. Commentez courage si vous promettez d'être la personne qui demande ce qui se passe. Si vous promettez de voir les enfants de 9 ans marcher seuls et de faire réellement quelque chose, si vous croyez qu'un appel téléphonique peut faire la différence, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul, quelqu'un qui se noie dans les dettes médicales, quelqu'un qui voit un être cher mourir parce qu'il ne peut pas se permettre les soins, quelqu'un qui pense que demander de l'aide signifie l'échec. Dites-leur que le courage, c'est demander. La force, c'est accepter. Et parfois, les gens les plus effrayants sont exactement ceux qui se montrent quand tout le monde regarde ailleurs. Parce qu'Emma a marché 3,7 miles portant l'alliance de sa mère décédée. Et cet acte de courage désespéré a amené 175 personnes à sa défense. Pas traînant, pas traînant, pas traînant. C'était le bruit qu'Emma faisait. Le rythme traînant de basket usé marchant seul sur une route, pourtant quelque chose de trop précieux pour le perdre, mais de trop précieux pour ne pas le sacrifier. Maintenant, quand Emma marche pour aller à l'école, au clubhouse, sur le chantier de son père où il travaille à nouveau à temps plein, ses pas sont réguliers, même confiants. Le bruit d'une enfant qui sait qu'elle n'est pas seule. Et c'est le son pour lequel il vaut la peine